Non, ça va. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être encore nombreux aujourd'hui pour assister à ce webinaire sur la cotation Banque de France et l'indicateur climat. Autour de notre table, Jean-Christophe Erard, qu'on ne présente plus, notre directeur, Béatrice Deninck, qui est accompagnant entreprise région, et Christian Delhomme, directeur département Alpes-Maritimes. Merci à vous trois d'être encore partenaires de notre profession et d'être autour de la table. Alors, nous allons évoquer bien sûr la cotation. Vous allez, je pense, rappeler comment ça fonctionne. Rappeler également aux confrères qu'on a la possibilité aujourd'hui de demander un rendez-vous pour aller expliquer les variations qui peuvent venir impacter une cotation. Vous rappelez également qu'il existe un outil qui s'appelle Opal. Béatrice vous en parlera beaucoup mieux que moi et qui a été mis en ligne qui vous permet de sortir des diagnostics et je crois qu'il va même jusqu'au prévisionnel et d'où aujourd'hui certaines précisions et encore le rôle fondamental de l'expert comptable dans l'accompagnement de l'utilisation de ces outils, de la cotation et bien sûr du reste. Un grand merci, Colette. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir aujourd'hui. On avait eu l'idée avec le bureau donc de ce webinaire qui effectivement au fur et à mesure que les éléments structurels et conjoncturels avancent, on se rend compte que la cotation est devenue au cœur des préoccupations des établissements de crédit et donc sans doute allez-vous en entendre de plus en plus parler. C'était l'occasion donc de faire un point sur ce qui était intéressant de savoir et comment vous-même à nos côtés vous pouviez accompagner les chefs d'entreprise et comme le disait Colette à juste titre, ne jamais hésiter à solliciter un rendez-vous pour échanger sur ce point-là et également comme on le dit souvent, Colette l'a rappelé, l'idée de faire en sorte que le chef d'entreprise ne soit jamais seul devant ses projets de développement, quelquefois devant ses difficultés, et là aussi, ensemble, autant éclairer sur les différents outils possibles et la façon dont le chef d'entreprise va pouvoir échanger avec vous sur la base d'un diagnostic parfaitement neutre. Nous y reviendrons dans un instant. Donc, dans la pratique, je crois qu'on a 1h30, voilà. N'hésitez pas à poser les questions par l'intermédiaire du chat. Je crois que c'est vos habitudes. Voilà. Nous allons démarrer la session par la présentation de notre échelle de cotation revisitée avec quelques informations utiles sur la manière dont nous allons intégrer les questions climatiques dans cette cotation. Et ensuite, Béatrice vous présentera l'accompagnement de la Banque de France auprès des entreprises par l'entremise de cet outil Opal. Christian, tu as la parole. Merci, merci Madame Weisman pour vos propos introductifs et pour l'organisation de cette session. Merci Jean-Christophe. Donc, je suis le directeur départemental des Alpes-Maritimes et je vais vous parler d'abord de la cotation et puis on pourra échanger avec vos questions à ce propos, puis de l'indicateur climat qui est à la fois une nouveauté et une nécessité que j'essaierai de vous décrire. Alors, sans plus tarder, évidemment, c'est toujours dans ces cas-là qu'on a une petite difficulté technique. Donc la cotation Banque de France, bien sûr, c'est pour beaucoup un rappel. C'est d'abord une appréciation de la santé financière de l'entreprise. Merci. Puisque la cotation, telle qu'on l'a conçue, c'est un moyen d'apprécier la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon qui, évidemment, ne peut pas être de très long terme, qui est un horizon de 1 à 3 ans. Donc, c'est à la fois modeste, mais en même temps, c'est, je dirais, raisonnable par rapport au remboursement des dettes, à la souscription de nouveaux financements. Et donc, c'est ce qui fonde cette logique financière à 3 ans. L'autre point, c'est qu'elle concerne toutes les entreprises non financières de nature industrielle et commerciale, dont le siège social est situé en France ou dans les territoires d'outre-mer.
On n'oublie pas effectivement cette dimension. La Banque de France couvre l'ensemble du territoire métropolitain et dom-tom, et donc toutes les entreprises non financières sont concernées par cette cotation. Alors, quel est l'objet finalement? Comment cette cotation fonctionne-t-elle? Hein, puisque son objet, c'est d'apprécier la capacité de l'entreprise donc à honorer ses engagements financiers, comme je vous le disais, à un horizon de 1 à 3 ans. Eh bien, d'abord, cette évaluation du risque de crédit, elle est reconnue. Nous avons la chance, parce que nous avons fait le nécessaire pour, évidemment, d'avoir une double labellisation, puisque la Banque de France est à la fois reconnue comme organisme externe d'évaluation du crédit, et donc, pour cela, on respecte un certain nombre de critères internationaux d'objectivité, d'indépendance, de transparence et de publicité de la méthode. Et donc, ça permet d'avoir, je dirais, une reconnaissance au même titre qu'une agence de notation. Et puis, la Banque de France est l'une des banques centrales qui dispose, via ce système d'évaluation du risque de crédit, du statut, ce qu'on appelle d'ICAS, qui fait que les créances qui sont prises par des banques sur des entreprises qui seraient cotées de manière favorable vont pouvoir bénéficier je dirais, d'une situation particulière. Donc voilà, ça refonctionne. Donc je vais revenir. Là. Non, ça va pas. Alors, voilà, elle est inversée. Ah, ça y est, j'ai compris. Non. Ouais. Non, ça marche. Oh là là, attendez. Bon, donc, cette logique d'ICAS, j'y reviens, c'est que dans les créances qu'ont les banques sur des entreprises qu'on va qualifier d'éligibles, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, ces créances peuvent être apportées en garantie de refinancement à l'eurosystème et faire que les banques en question aient un niveau je dirais, de prêt à des conditions favorables de la part de la Banque centrale plus élevé. L'autre point, c'est que la cotation sert aussi aux banques pour calculer leurs besoins en fonds propres, en fonction donc de règles je pense au diapo d'avant, juste avant. En fonction de règles de solvabilité adoptées par l'eurosystème. Donc là aussi, le superviseur peut apprécier la qualité du portefeuille de créances en fonction des classes de risque, et là aussi on y reviendra, dans lesquelles sont insérées, sont prises en compte les créances des entreprises. Et puis évidemment, la cotation, et c'est ce que indirectement Colette Desman évoquait dans son introduction, elle facilite le dialogue prêteur-entreprise en offrant une référence commune aux deux parties, et c'est ce qui fait que nous sommes là pour expliquer à la fois aux prêteurs, c'est-à-dire aux établissements financiers, qui peuvent parfois avoir des interrogations sur, je dirais, la conclusion, la cotation et les caractéristiques de celle-ci, donc pouvoir y répondre, bien sûr, mais aussi et surtout aux chefs d'entreprise pour lui expliquer le processus que l'on a suivi pour aboutir à cette cotation. Alors, évidemment, ça veut dire que cette cotation, elle a un enjeu de stabilité financière. Puisque pour les prêteurs, elle va être une information sur la qualité des engagements déjà pris ou à venir, puisque ils ont une visibilité à 3 ans, donc ils peuvent l'utiliser, et c'est finalement une forme d'outil d'aide à la décision pour eux dans la manière dont ils vont gérer à la fois en bilatéral, mais aussi dans leur portefeuille de crédit, l'ensemble de la répartition des risques et de la tarification, évidemment, qu'ils vont appliquer. Et donc, c'est aussi un instrument d'évaluation de leur risque de contrepartie, évidemment. Pour le dirigeant, l'avantage, c'est que c'est un regard extérieur venant d'une institution, la Banque de France, qui est indépendante. C'est aussi une référence dans les relations avec les établissements de crédit et les autres prêteurs. Je pense que on a maintenant un exercice de très nombreuses années qui garantit, je dirais, la solidité de cette référence. Et puis, c'est une aide pour identifier les facteurs qui influent sur une analyse externe de la situation financière et notamment
par rapport au risque de crédit. Donc, c'est un moyen aussi pédagogique, finalement, vis-à-vis du chef d'entreprise de l'aider à, parfois, pour certaines PME notamment, à monter un peu en compétences. Donc, c'est complémentaire, je dirais, du regard que vous, expert comptable, vous portez sur l'entreprise en proximité. Et puis, on l'a dit, globalement, avec cette référence commune qui est gratuite pour les entreprises, le dialogue prêteur-entreprise est favorisé. C'est, je dirais, relativement court. Alors, comment les entreprises sont-elles cotées? Quel est le processus aujourd'hui, puisqu'il a pu évoluer un petit peu au fil des années? C'est d'abord une approche qui est différenciée suivant le niveau de chiffre d'affaires. Dans ce cadre-là, notre démarche, c'est toujours une cotation à dire d'experts qui est attribuée par des analystes de la Banque de France pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros annuels. Donc, il y a évidemment dans ce cadre-là l'analyse de la documentation comptable, l'analyse d'informations extra-comptables qui peuvent être qualitatives, qui peuvent être prévisionnelles, qui peuvent être évidemment recueillies auprès des dirigeants lors d'entretien, accompagnés parfois justement de leurs conseils et de leur expert comptable en particulier. Et c'est une cotation qui va utiliser l'ensemble de l'échelle, on va le revoir, échelle révisée, enrichie des risques de crédit que nous avons élaborés. On a aussi une collecte des entreprises et des bilans d'entreprises en dessous de ce seuil. Dans ce cas-là, la documentation n'est pas étudiée. Les informations sont recueillies auprès des greffes des tribunaux de commerce avec des déclarations que l'on récupère dans nos bases et on donne une cote de crédit 0 lorsqu'on n'a pas d'informations défavorables. On est sur une logique, je dirais, simplifiée pour donner simplement un indicateur générique. Alors, je vais en profiter pour rebondir, parce que l'avantage d'être autour de la table, c'est qu'on peut poser des questions directement. On en parlait un petit peu tout à l'heure, et je vous disais, est-ce qu'il est possible de négocier, entre guillemets, une cotation? On a traversé une période qui est très compliquée, où certaines entreprises ont vu leur chiffre d'affaires, peut-être même leur marge, ou leur trésorerie un petit peu fondre, et ce qui peut venir impacter la cotation. Et on sait très bien que sur certains marchés, bah, si on n'a pas la cotation qui va bien, bah, quelquefois, bah, les investisseurs ou autres peuvent, j'allais dire, grincer des dents. Est-ce qu'il est possible d'impacter si on vient, on demande un rendez-vous, on vient vous rencontrer, on vous dit voilà ce qui s'est passé, mais ce serait bien que je garde la même note. On le souhaite même, je dirais. C'est quelque chose qui est une très bonne pratique. Effectivement, on est tout à fait conscient que sur les trois dernières années, pour prendre que celle-là, avec le Covid et la succession des crises que l'on connaît, n'importe quelle entreprise, j'allais dire, peut avoir une situation qui a évolué d'une manière imprévisible, au sens où indépendamment de sa qualité, indépendamment de sa gestion, indépendamment des marchés, des clients ou des fournisseurs avec lesquels elle était en relation, elle peut se trouver déstabilisée parce que des fournisseurs clés ne lui adressent plus les fournitures qu'il attendait, des prix ont explosé et ne peuvent pas être répercutés vers les clients, peut-être des stocks ont été constitués beaucoup plus important pour faire face justement à des risques de défaillance de fournisseurs, etc., etc. Donc, effectivement, ce qu'on a fait depuis 2-3 ans, c'est qu'on favorise, on renforce le nombre d'entretiens qu'on fait à notre initiative, notamment avec les dirigeants d'entreprise, mais ce n'est pas suffisant. Et effectivement, on est demandeur, nous, que les chefs d'entreprise prennent contact, souhaitent nous expliquer, notamment quand ils ont une situation, on va dire, qui leur paraît atypique. Je dirais l'atypique étant très, très varié dans la matière, qu'ils viennent nous voir donc, et qu'ils nous expliquent la situation. Et après, c'est ce qu'on va voir, on peut soit la traiter dans la partie financière, c'est-à-dire qu'on va réévaluer la perspective à 1 à 3 ans parce que il peut y avoir eu un trou d'air, il peut y avoir eu une situation conjoncturelle très défavorable, encore une fois, pour des raisons d'approvisionnement ou autres, ou de production. Et donc, on peut prendre en compte ce trou d'air et minimiser l'impact financier éventuel de ce trou d'air, si je puis dire, dans les comptes. Mais on peut aussi prendre en compte des éléments qualitatifs qui vont donner
je dirais, des signes de restructuration parfois d'un processus d'activité, d'augmentation des moyens de production. J'évoquais les stocks, peut-être de surstockage. Avant, ben, on avait tendance à pénaliser quelque peu les stocks. Dans la période actuelle, par exemple, suivant l'activité, on peut au contraire trouver de bonnes pratiques d'avoir un peu de surstock pour faire face à des impondérables sur les approvisionnements qui ont été quand même très importants pour notamment les industriels ces derniers mois, ces dernières années. Voilà. Donc, effectivement, c'est souhaitable. Et pour remettre dans le contexte et compléter les propos de M. Delorme, ce que je vous dirais, c'est que la vision du risque est à 3 ans. Et dès lors qu'on n'a pas d'informations qualitatives, on aura effectivement la tendance à apprécier le risque au vu des éléments uniquement financiers et de la photo du bilan. Donc, tout élément qualitatif supplémentaire permettra de pondérer ce risque et de l'apprécier au mieux. Oui. Donc, c'est vraiment doublement favorable de venir nous voir. Alors, qui accède à la cotation? Merci. Donc, ce sont les représentants légaux de l'entreprise cotée. Donc, on communique systématiquement aux dirigeants de l'entreprise et évidemment, comme on l'évoquait à l'instant, tout dirigeant d'entreprise qui en fait la demande ex post, ça peut être aussi exempté par rapport au processus de cotation, peut obtenir des explications sur la cote qui a été attribuée à son entreprise, en fait, le plus rapidement possible. Et ça, dans chaque unité de la Banque de France, avec les directeurs ou les responsables d'entreprises concernées. Alors, le nombre et la qualité des acteurs qui accèdent à cette cotation a augmenté au fil des années. Hein. Il y a historiquement les banques, puis à partir de 2013, les assureurs crédits ont été également ajoutés à cette liste, les plateformes de crowdfunding également, puis les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, certaines sociétés de gestion de portefeuille à partir de 2016, et depuis plus récemment, des acteurs publics qui ont accès et qui ont une activité, je dirais, d'aide aux entreprises, donc les conseils régionaux, mais avec une partie seulement des données qui leur sont accessibles, et aussi, depuis 2020, des échanges d'informations peuvent intervenir avec des administrations qui interviennent dans la prévention des difficultés des entreprises, notamment au titre des codéfis que vous connaissez dans les différents départements. Donc, au fil, on voit bien que au fil des crises, le législateur a essayé de faire évoluer l'accès à cette information. Sur les éléments pris en compte, on l'évoquait à l'instant. Donc, évidemment, il y a les informations d'identité de l'entreprise, donc le secteur d'activité, avec un rattachement à un code NAF, je dirais, qui est unique, mais qui est l'activité majoritaire de l'entreprise. Les liens économiques et financiers avec d'autres entités, évidemment. Et puis, la prise en compte, je l'évoquais tout à l'heure, pour les entreprises, je dirais, avec un bilan en dessous de 750 000, mais c'est évidemment aussi le cas pour les entreprises au-dessus de 750 000, tous les événements judiciaires ou les événements concernant l'entreprise, comme la perte de plus de la moitié du capital, évidemment, tout type d'éléments qu'on prendra en compte. Après, la partie crédit, eh bien, on va prendre les encours de crédit, à la fois les crédits mobilisés, mais aussi les crédits mobilisables et les engagements de garantie. Les banques nous déclarent tous les mois ces différents éléments. Donc, on a un croisement de ces déclarations bancaires avec les éléments comptables. Et puis, évidemment, les incidents de paiement déclarés là aussi par les établissements de crédit tous les mois, donc nous permettent d'apprécier la situation. L'autre élément très important, je disais à l'instant, ce sont les éléments qualitatifs. C'est le fait que, en complément de ces éléments bilanciels qui nous arrivent, je précise, de manière automatisée maintenant, hein, à la fois, bien sûr, par des transmissions que vous pouvez faire, mais aussi par des déclarations que vous faites directement à la Direction générale des finances publiques, au travers des liasses fiscales quand elles sont disponibles, eh bien, on a l'ensemble de ces données bilancielles. Et les données qualitatives, là, ce seront justement des données qui sont issues des entretiens qu'on aura pu avoir avec le chef d'entreprise, avec vous-même en appui de ce chef d'entreprise, avec éventuellement les établissements bancaires, parce que quand on rencontre aussi les établissements bancaires, on balaye parfois un certain nombre de situations d'entreprise pour savoir quelle est l'appréciation que peut avoir la banque sur l'entreprise.
Donc ça, ces contacts directs sont extrêmement importants. On emmène plus de 40 000 aujourd'hui et la proportion est plutôt en augmentation chaque année, et c'est une bonne chose. Donc, on l'évoquait, les évolutions des marchés sont importantes. Donc, savoir comment évolue le marché sur lequel opère l'entreprise, son positionnement, sa solidité, sa stratégie, son équipe dirigeante, sa gouvernance finalement, c'est extrêmement important. Ses perspectives de moyen terme et puis la transparence, la communication et aussi les dimensions RSE. On y reviendra plus largement avec l'indicateur climat, mais c'est vraiment des dimensions qui sont importantes pour nous et qu'après on va pondérer et qu'on peut pondérer assez fortement par rapport aux données bilancielles. Ça aussi, c'est une évolution dans notre outillage, c'est-à-dire que la partie qualitative a un rôle significatif et n'est pas simplement un ajustement à la marge de la cotation qui serait largement élaboré par les données bilancielles, c'est vraiment un élément d'importance aussi grande que les données bilancielles. Mais comme l'a dit Béatrice Denoc, si on n'a pas d'autres éléments que les données bilancielles, malheureusement, on ne peut pas les inventer. D'où l'importance des entretiens. Effectivement, il n'y a aucun risque pour l'entreprise à accepter de tenir un entretien quand nous déclenchons l'entretien. Il n'y en a aucun non plus à ce que l'entreprise fasse la démarche de solliciter un entretien avec la Banque de France. C'est plutôt une source d'amélioration par l'inclusion des données qualitatives que parfois on n'a pas et que si on n'a pas rafraîchi ces données régulièrement, on considère ne plus avoir. C'est-à-dire que au-delà de 3-4 ans, on considère que des données qualitatives qu'on avait en 2018-2019 n'ont plus de valeur et donc ne permettent plus, à part la structure de l'entreprise, éventuellement, le nom du dirigeant, enfin un certain nombre d'éléments, j'allais dire un peu administratifs, mais ne permet plus d'avoir une appréciation vraiment sur la qualité de l'entreprise. Et ces entretiens, on peut les faire sous toutes les formes, face à face, visioconférence, téléphone, il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Et Béatrice Dedain vous expliquera aussi qu'à cette occasion, on peut présenter des éléments comme Opal, et ça peut être intéressant aussi dans la suite du dialogue avec l'entreprise et de l'entreprise avec ses banquiers. Alors, processus de cotation, très schématiquement, là je suis sur les entreprises évidemment de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, 4 dimensions qu'on va apprécier dans l'analyse financière, l'activité et la capacité bénéficiaire, l'autonomie financière dont bénéficie l'entreprise, sa solvabilité et puis sa liquidité. Alors, dans le schéma, là, ils apparaissent tous d'importance égale. Bon, ils sont je dirais, importants tous les quatre, mais la liquidité, évidemment, a un rôle important pour apprécier un horizon qui est quand même relativement court, hein, le 1 à 3 ans, que l'entreprise a la capacité à faire face à ses engagements et sait générer suffisamment de liquidité pour cela. Et vous voyez, les cercles concentriques, c'est la partie verte pour les éléments comptables, et puis l'analyse pluriannuelle qui permet de voir les tendances un peu plus longues qui est dans le second cercle, et l'analyse qualitative dans le troisième cercle, pour schématiser un petit peu la logique et la démarche. Alors, le processus de cotation, il est à dire d'expert, donc il exclut des outils totalement automatisés qui seraient, je dirais, presse-bouton et pour lesquels il n'y aurait pas d'analyse derrière. Il y a parfois des scores sur certains éléments de la cotation qui viennent en complément de l'analyse et qui sont, je dirais, des indications pour aller approfondir souvent un élément d'analyse particulier. Voilà. Donc, c'est vraiment une analyse humaine à dire d'expert au plus proche de l'entreprise et qu'on actualise au minimum chaque année. Je précise cela parce qu'on peut être amené à faire plusieurs cotations dans une année pour différentes raisons, y compris des évolutions sur un marché, y compris des inquiétudes qu'on peut avoir sur un secteur et qui va faire qu'on va, par exemple, avoir fait une cotation sans avoir eu d'entretien après quelques mois de réception des bilans, pour différentes raisons, et on va souhaiter prolonger par un entretien qu'on va organiser à notre initiative, ou que le dirigeant va souhaiter organiser à son initiative suite à sa cotation, et à ce moment-là, on va refaire un processus de cotation complet pour actualiser la cotation. Donc, vraiment, le 1 est un minimum, mais on peut parfois être amené à... Des encours de risque aussi. Absolument. Qui peuvent évoluer de manière forte. Voilà.
nous amener à revisiter l'appréciation du risque à 3 ans. Absolument. Donc au moins une fois par an. Alors, la cotation, comment est-ce qu'elle se présente dans la formule que vous connaissez maintenant depuis 2 ans? Donc, toujours la cote d'activité qui, elle, n'a pas changé en termes de niveau avec des lettres. Donc, ABC jusqu'à N et puis X quand on a, je dirais, une information qui n'est plus actualisée. Donc, les cotes des entreprises les plus importantes, des grandes entreprises sont A, et puis et ça descend en fonction du seuil. Et puis, une cote de crédit qui est maintenant sur un nombre de positions presque 2 fois plus importante qu'elle ne l'était avant 2022. Et donc, on a éliminé les plus-plus. On a voilà, une cote qui va de 1 disons à 6, puisqu'après on rentre dans des zones de difficulté avérées de l'entreprise, et avec des plus et des moins, donc permettant de caler en fait ces cotes sur une logique de classe de risque qui est internationale et donc qui permet je dirais, de mapper, si vous passez l'expression anglaise, qui permet d'asseoir la comparabilité avec les cotations d'agences de notation ou d'autres institutions de nature que la nôtre. Et puis, il y a un petit commentaire qui est synthétique, qui consiste à dire, voilà, on est dans la cote d'excellence, c'est un plus aujourd'hui, l'ex3++ d'hier, et puis on baisse petit à petit, sachant que les cotes éligibles sont les cotes que l'on voit attribuer à partir de 4+. Donc, on a, je vais mettre le petit schéma avec les cotes éligibles, on les verra de toute manière. Donc, on a la cote 4 qui auparavant pouvait être dans les cotes, dans l'ancienne échelle de cotation, on pouvait être dans les cotes éligibles. La nouvelle cote 4 n'est plus dans les cotes éligibles. Elle a été éclatée en plusieurs éléments et seule la 4+, nouvelle formule, est dans la cote éligible. Donc, comment lit-on une cotation? Eh très simplement, donc on va avoir une entreprise dont le chiffre d'affaires est compris entre 150 et 750 millions de chiffre d'affaires, code B pour la cote d'activité, et puis elle va avoir une note de 3, donc 3 sur notre échelle, on va dire qu'elle a une capacité forte à honorer ses engagements financiers, et dans une zone éligible avec cette indication de cote je dirais, de capacité forte à honorer ses engagements. Alors, ce cadre, il, évidemment, je l'ai rappelé brièvement, mais il a ses fondements juridiques, avec l'article 141-6 du Code monétaire et financier, et puis le contrat de service public entre la Banque de France et l'État. Les fondements juridiques, donc je vous les ai rappelés un petit peu. Ce qui est important, c'est que il y a, pour que l'on maintienne les statuts qui sont les nôtres, un exercice régulièrement opéré en lien avec la Banque centrale européenne de vérification que les taux de défaut dans chaque catégorie de cote sont cohérents avec les standards internationaux. Donc, c'est ce que vous avez dans la diapo suivante, c'est-à-dire une performance, voilà, si on peut, merci, qui est évaluée donc avec des taux de défaut plafond. Ça veut dire que notre nouvelle échelle de cotation, par exemple, n'a été publiée, n'a été validée par à la fois la Banque centrale européenne, la Commission européenne, le Parlement européen, qu'après avoir fait du backtesting sur sur l'ensemble des cotations de notre ancienne échelle, transposée dans la nouvelle échelle sur 2 ans. Donc c'est pas quelque chose qui sort comme ça du chapeau. On dit bah tiens on va modifier, on va mettre les choses comme ça. Voilà. Là vous avez les taux de défaut plafond que l'ensemble de notre échantillon, c'est-à-dire plus de 300 000 entreprises que nous cotons positivement chaque année, doit respecter à l'échelle de la France entière et qu'on essaie aussi de respecter à l'échelle de chaque région. Voilà, compte tenu de notre représentativité d'entreprise. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, les catégories de taux de défaut plafond, et on doit le respecter à tout moment, ex ante et évidemment ex post. Comment se répartissent les cotations sur l'ensemble de l'échelle? Vous voyez, elle est
Pour la première année 2022, elle est déjà assez largement exploitée dans la totalité de sa dimension. On voit néanmoins qu'il y a peut-être encore un peu de concentration autour de la zone 4, donc 4, 4 plus et 4 moins, un peu plus forte des entreprises. Vous voyez, mais probablement que 2023 va montrer une plus grande utilisation de l'ensemble des cases de la catégorie. On devrait dépasser largement les 308 000 entreprises qui avaient été cotées l'an passé, comme vous le voyez, donc cette année, avec une proportion d'entretien importante. Et est-ce que vous avez constaté par rapport à alors, 2021 des grosses variations au niveau de la répartition, notamment ce qui va nous intéresser le plus, enfin, moi particulièrement, hein, parce que je suis à la prévention, tout ce qui est de 6 mois à AP. Est-ce qu'il y a un gros impact ou aujourd'hui on l'a toujours pas? Non, on l'a pas encore suffisamment, je dirais. C'est-à-dire que on a, semble-t-il, une phase de retenue encore d'un certain nombre d'entreprises, même si on pourra l'évoquer sur le sujet des différences, même si les entreprises vont un peu plus au tribunal de commerce aujourd'hui pour différentes mesures, mais effectivement la tendance est encore très très progressive en la matière et peut-être voilà, trop, comment dire, certains dirigeants sont peut-être un peu frileux par rapport à l'utilisation de l'ensemble des outils de prévention à leur disposition. En tout cas, dans les Alpes-Maritimes et un peu plus largement, puisque je suis aussi l'activité de cotation sur l'ensemble de la région PACA, on observe quand même encore une insuffisance de l'utilisation des procédures de prévention par les dirigeants, malgré la plupart des PGE qui restent encore à rembourser et qui restent importantes. Donc on a un petit décalage dans la part, par exemple, des PGE qui restent à rembourser, qui est encore un peu plus importante, mais c'est aussi le cas de toute la région PACA parce qu'il y a plus de PME qui ont utilisé les PGE, donc PME qui les ont utilisés vraiment, qui ne les ont pas, c'était pas des PGE de confort, et donc qui sont en phase d'amortissement avec une moindre proportion donc remboursée que dans d'autres régions où les grandes entreprises ou les ETI étaient plus nombreuses à avoir souscrit les PGE et les ont remboursés par anticipation. Je mentionne également qu'on accompagne les startups dans leur recherche de solutions de financement et on est amené aussi à les coter avec une méthodologie qu'on fait évoluer en conséquence, évidemment, puisqu'on n'apprécie pas la situation d'une startup comme on apprécie celle d'une entreprise plus classique. Donc, on a un certain nombre d'analyses qui sont menées de ce point de vue-là avec des spécialistes, des correspondants startups, il y en a 2 dans la région, et des relais startups, donc des analystes qui sont spécialement formés à l'analyse des startups. Voilà. Et ça, on le fait en lien avec les équipes de la French Tech réparties un peu partout dans les départements, et notamment sur les Bouches-du-Rhône et sur Nice, enfin sur les Alpes-Maritimes. Voilà, je ne vais pas m'étendre trop sur ce point-là. Peut-être faire une pause et répondre à vos questions s'il y en a sur cette première partie cotation avant d'amorcer le sujet de l'indicateur climat. Ah. Alors attendez, j'ai une question. Oui. La renégociation de l'échéancier d'un PGE entraîne-t-elle une dégradation de la cote Banque de France? Alors, c'est une excellente question. Merci, Monsieur Ita, de l'avoir posée. Alors, la renégociation d'un PGE, déjà, peut se faire de 3 manières. Elle peut se faire directement entre l'entreprise et sa banque, ses banques en bilatéral. C'est rarement la solution choisie pour la raison suivante, c'est que la banque ou les banques ne disposent pas d'une garantie de l'État étendue au-delà des années du plan d'origine. Donc, rarement cette solution est choisie. Et après, il y a 2 autres solutions. Celle de passer par le tribunal de commerce avec des procédures qui ont été aménagées en conséquence en 2021, me semble-t-il, et celle de passer par la médiation du crédit. Dans la partie médiation de crédit, il y a 2 volets. Suivant que les PGE à rembourser en totalité sont au-delà de 50 000 €, il faut passer par le correspondant départemental à la sortie de crise, qui est le correspondant de la DDFiP, qui va analyser le dossier et choisir une orientation soit vers le tribunal de commerce, soit vers la médiation du crédit.
ou d'autres solutions. Et si les PGE sont de moins de 50 000 euros, dans ce cas-là, l'orientation est directe vers la médiation du crédit. Dans tous les cas, et c'est important, les documents qui sont transmis, par exemple au conseil départemental à la sortie de crise, n'ont pas à être retransmis à la médiation du crédit. Donc on assure la transmission, la transitivité, si vous voulez, des documentations, de façon à ce que le dirigeant n'ait pas à faire deux procédures en une. C'est bien une réorientation et pas une nouvelle procédure. Alors, effectivement, quand il y a restructuration, donc la restructuration des PGE, elle va aussi intégrer l'ensemble des créances mobilisées, l'ensemble des crédits, on va dire, échéancés. Donc, on va mettre les crédits beaux de côté, mais on va prendre tous les autres crédits des banques avec les PGE et essayer de les restructurer de manière équilibrée et équivalente entre les institutions financières. Et pour une institution financière, le fait d'avoir modifié le plan d'amortissement d'un prêt, et a fortiori plusieurs prêts, puisque les autres prêts vont être concernés, entraîne une mise en situation de défaut pour le point de vue de la réglementation bancaire internationale. Hein, cette réglementation, disons, baloise, qui a été déclinée dans les directives européennes et est appliquée dans toute l'Europe. Et donc, cette déclaration de défaut, elle est au minimum d'un an et elle est réexaminée par les banques au moins chaque année. Elle peut être vue au-delà d'un an et, je dirais, annulée si la situation s'est améliorée pour les banques, puisqu'on est reparti sur un nouveau, comment dirais-je, un nouveau tableau d'amortissement pour l'ensemble des prêts qui ont été octroyés. Donc, effectivement, dès lors qu'il y a déclaration de défaut, nous la prenons en compte et nous sommes obligés de mettre l'entreprise dans une zone non éligible. Donc, pour répondre à votre question, M. Ita, soit l'entreprise était déjà dans une zone de cotation non éligible, était par exemple en 5+, et à ce moment-là, il ne se passe rien. Il n'y a pas de changement de la cotation. Soit elle était en cote, on va dire 4+, par exemple, et on va au minimum l'amener en cote 4, ou moins, ça va dépendre de l'analyse que l'on va faire à ce moment-là. Voilà, donc... Et en dessous des seuils, par contre, on peut compléter aussi en disant que dès lors qu'on ne cote pas au bout des bilans, il n'y a pas de changement. Pas de changement. Voilà. Donc, pour les très petites entreprises, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas d'impact sur l'entreprise. Pas d'autres questions? Bon, écoutez, merci. Alors, j'amorce l'indicateur climat, qui est une nouveauté, mais aussi une nécessité. Alors, je vais vous rappeler un peu le contexte. La Banque de France a été pionnière sur les risques climatiques. Elle a créé, il y a 6 ans maintenant, le NGFS, donc le Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial Sector. Alors, ça paraît comme ça très intéressant. Aujourd'hui, en fait, c'est une communauté de banques centrales et d'États qui dépasse 110 voire 120 participants et qui publie des rapports régulièrement. On n'a pas encore je dirais, l'écho du GIEC ou d'autres instances, mais qui est vraiment l'organisme qui réfléchit et oriente les analyses des secteurs financiers, des banques centrales d'abord, pour impulser une démarche auprès des acteurs financiers eux-mêmes, qui eux-mêmes vont agir, je dirais, sur l'économie elle-même. Et donc, la montée des risques climatiques, évidemment, est une nouvelle source de risques financiers. C'est ça le point de départ de cette création du NGFS. L'NGFS, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, mais qui est présidé par un non-français. Ces risques ont un impact sur la politique monétaire, bien sûr, puisque l'exposition des créances privées, on l'a dit, en collatéral de refinancement, peut être concernée. Et puis, en termes de stabilité financière, avec les portefeuilles de prêts et de titres de dette d'entreprises que portent des banques ou des assureurs vie et qui peuvent être concernés par ces risques climatiques. Donc, il y a un contexte qui nécessite d'appréhender cette situation et cet impact que peuvent avoir des réajustements de portefeuille parfois très importants. Évidemment, dans ce contexte, la cotation Banque de France est un indicateur de la santé financière et de risque de crédit, mais elle intègre déjà depuis plusieurs années des critères qu'on appelait RSE, qu'on appelle ESG suivant les cas, qui sont des critères qu'on a introduits, qu'on a été les premiers d'ailleurs à introduire dans une cotation,
dans le monde. Et on a été suivi après par les agences de notation et par d'autres acteurs, et les banques également. Et donc, on a, je dirais, un peu une expérience de plusieurs années sur l'impact du RSE. Et on a pu montrer, et on a déjà pu l'évoquer avec vous, que une entreprise qui avait une démarche développée en matière de RSE avait souvent une meilleure cotation qu'une entreprise comparable en termes financiers qui n'aurait pas de démarche RSE du tout. Donc ça, c'est une première, je dirais, avancée qu'on a faite par l'expérimentation il y a quelques années. Et là, on se lance dans l'expérimentation la construction d'un indicateur climat qui va mesurer l'exposition d'une entreprise au risque climatique. Donc c'est assez ambitieux, puisqu'on veut caractériser ces risques climatiques suivant 3 dimensions que je vais vous décrire. Les 3 dimensions sont 2 dimensions quantitatives, qui sont les risques de transition d'une part et les risques physiques d'autre part, et une dimension qualitative. Vous voyez, on retrouve encore cette logique dans laquelle on essaie aussi d'appréhender le qualitatif, c'est-à-dire la maturité de l'entreprise sur les enjeux climatiques. Alors, risque de transition, évidemment, il y a un sous-indicateur. Dans les risques physiques aussi, il y a des indicateurs de risque physique. Et puis, le sous-indicateur maturité, on va voir comment il fonctionne. Alors, le risque de transition, c'est très simple. Dans la philosophie, c'est le risque d'un ajustement brutal, radical et coûteux dans la gestion des entreprises, en cas d'inadaptation ou de mauvaise anticipation de la transition vers une économie bas carbone. Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, une entreprise qui pourrait subir un impact négatif généré, par exemple, par un coût croissant des taxes carbone. Elle est soumise à des taxes carbone, elle ne prend pas en compte l'impact de ces taxes carbone évoluent fortement, et elle peut se retrouver avec un coût additionnel extrêmement important. Par rapport à ça, on a une démarche qui consiste à évaluer la trajectoire individuelle de l'entreprise. Alors, trajectoire individuelle, en quel sens? Trajectoire de décarbonation, c'est-à-dire évaluer si l'entreprise a déjà une démarche, une réflexion, une envie d'aller vers, et si elle est capable de calculer ce bilan finalement carbone qu'elle a, parce que ce bilan, on va, du fait de la catégorisation dans les codes NAF de l'entreprise, le comparer à une cible sectorielle. Et cette cible sectorielle, on l'a établie comment? Eh bien, par un travail mené avec l'ADEME et fondé sur une méthodologie internationale qui permet d'évaluer l'évolution de la cible sectorielle de tous les secteurs d'activité en France, en tout cas tous les plus importants émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, on va d'une part avoir cette grille, cette cible par secteur, et d'autre part essayer avec l'entreprise, dans un dialogue avec elle, d'élaborer sa trajectoire individuelle actuelle, enfin, sa situation actuelle et sa trajectoire prévisionnelle telle qu'elle l'envisage. Donc il n'y a pas là de jugement, il y a l'idée que l'entreprise soit capable de faire sa trajectoire, peut-être de l'enrichir au fil des années, évidemment, et qu'elle respecte après cette trajectoire par rapport à sa projection. Peu importe qu'elle soit dans un premier temps au-dessus ou en dessous de la cible sectorielle, l'important c'est l'annonce de la trajectoire et la manière dont elle va mettre en œuvre des moyens pour atteindre effectivement cette trajectoire. Donc c'est une démarche intéressante aussi dans la projection que l'entreprise peut faire. La deuxième dimension quantitative, là encore, ce sont les risques physiques. Là, c'est les conséquences des aléas météorologiques sur l'activité économique. L'entreprise est exposée à partir du moment où ses implantations géographiques sont soumises à des aléas climatiques. Évidemment, nous en avons des exemples tous les jours. Une entreprise qui subit une paralysie de son outil de production suite à un événement météorologique, direct ou indirect, une rupture de sa chaîne d'approvisionnement, par exemple, elle va être touchée directement dans son activité.
quand je me déplace dans les Alpes-Maritimes, je vais sur la zone de Carros. À Carros, il y a des risques liés au VAR qui ont été pris en compte avec des digues, avec voilà, tout un élément préventif. Il y a des risques aussi d'incendie des forêts qui sont en bordure. Donc, c'est une zone qui est très contrainte par des risques, on va dire, climatiques au sens large, sans parler évidemment de risques de tremblements de terre sous-marins dans la baie de Nice, qui sont aussi pris en compte par les prévisionnistes. Donc, on a à évaluer les risques physiques de l'entreprise. Et puis la troisième dimension, c'est la maturité, et ça c'est un point important, de degré de préparation et de prise en compte des risques liés au changement climatique par l'entreprise elle-même, avec 4 dimensions là qu'on va prendre en compte: sa stratégie de transition, sa stratégie d'adaptation aux risques physiques qu'on évoquait à l'instant, sa gouvernance sur les sujets climatiques, comment elle les gère, à quel niveau, est-ce que le conseil d'administration, un comité spécial s'en occupe, ses engagements sur sa chaîne de valeur, c'est-à-dire comment elle traite de la relation avec ses clients ou ses fournisseurs en la matière. Alors, concrètement, comment on construit cet indicateur? On le fait par des tests de terrain. On est, vous savez, très sensible à la dimension opérationnelle. Hein, voilà, et donc, on a commencé en 2022 à collecter des données, à faire des entretiens dédiés pour cibler quelques entreprises, des secteurs pilotes et essayer je dirais, de se faire une idée de ce qui existait sur le marché par rapport à ce qu'on avait imaginé avec l'ADEME. Là, on est en phase d'élargissement de notre échantillon cette année à 550 entreprises de 10 secteurs. Donc, ce n'est pas tous les secteurs, mais il y a beaucoup de nouveaux secteurs qui sont, comme je disais, très fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Et après donc la réalisation des tests et donc un questionnaire qui est à remplir avec l'entreprise, on a évidemment une communication de cet indicateur à l'entreprise participante. Et puis, nous, ça va rentrer dans l'analyse plus importante qu'on pourrait mener pour un élargissement de cet indicateur aux entreprises cotées par la Banque de France. Alors, cet indicateur, je le précise, quand il naîtra, il naîtra à côté de l'indicateur de cotation. C'est-à-dire qu'il y aura, sous une forme que je ne peux pas encore vous donner, un élément à côté. Donc, il y aura le B3 de tout à l'heure, la cotation d'entreprise, et puis un indicateur climat. Toutes les entreprises ne l'ont pas au premier chef, mais finiront par l'avoir. On peut demander de pilote. Vous parliez d'un échantillonnage. Absolument. J'ai un chef d'entreprise qui est bien sûr coté, qui Absolument. Dans la production, par exemple, industrielle. Alors, ça va dépendre de son code NAF. C'est-à-dire qu'on a une liste pour l'instant limitative des codes NAF. On a des 10 secteurs d'activité et les codes NAF de ces 10 secteurs. Oui, si on est dans le secteur, on peut dire je veux être pilote. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on est preneur partout dans la région, à l'heure actuelle, d'avoir ces retours directement vers le directeur ou l'adjoint du directeur du département concerné. Hein, c'est le plus simple. Là, on est preneur, effectivement. 550, ça peut paraître peu ou beaucoup, suivant, mais on n'a pas encore nos 550 entreprises. Il y en a qu'on avait sollicité qui nous ont dit non, on n'est pas assez avancé. Et effectivement, on préfère des entreprises qui sont déjà un peu avancées parce que l'idée, c'est d'avoir la fameuse courbe qui puisse commencer à s'élaborer. Comme ça nous donnera l'année prochaine la capacité à voir comment elle évolue, si elle évolue conformément à l'entreprise ou pas. Mais voilà, il n'y a aucune incidence négative ou péjorative. Au contraire, c'est d'être en avance de phase par rapport, vous allez voir, à quelque chose qui va se généraliser. Donc l'indicateur, c'est une métrique supplémentaire unique, hein, je vous l'ai dit. Elle mesure des risques climatiques objectivés, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de mettre un label en disant bon, vous avez rempli un questionnaire, un auto-questionnaire. Il y a des éléments quantitatifs, vous l'avez compris. Il y a un chiffrage des émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut analyser le scope 1, le scope 2, le scope 3 de l'entreprise et lui donner, en fonction de ça, un élément de chiffrage. Et puis, elle est élaborée en lien avec une méthodologie, vous pouvez rechercher et retrouver, qui est donc la méthodologie Assessing Low Carbon Transition de l'agence de l'ADEME, donc qui est reconnue au niveau international. Et donc, nous, on s'appuie sur ce standard public. Il y en a d'autres, évidemment, de référence. On a choisi celui-là après des études poussées. Et la bonne nouvelle, c'est que la situation a évolué très fortement sur les derniers mois, puisque
vous pourrez éventuellement prendre connaissance via une petite interview qu'a fait Asiba Kabesh, notre directrice générale adjointe à la direction générale des services à l'économie et au réseau, via Carbone Zéro, la radio. Durant l'été, il y a eu un comité de financement de la transition écologique qui a mandaté la Banque de France pour la construction de cet indicateur, j'allais dire, de référence pour la profession et pour les entreprises. C'est-à-dire que nous allons, sous réserve évidemment de l'amendement du Code monétaire et financier qui est en cours en ce moment, qui est en discussion à l'Assemblée nationale, nous allons devenir l'agrégateur des données sur cette question climatique de l'ensemble des entreprises pour l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles de l'utiliser. Autrement dit, pour les banques et éventuellement pour les acteurs publics, pour un certain nombre de données dont ils ont besoin. Alors, ça ne veut pas dire que personne ne demandera d'autres questionnaires aux entreprises sur des sujets voisins, mais ça veut dire que l'objectif, c'est pas demain dans un mois, mais l'objectif dans un horizon qu'on précisera dès que les discussions auront avancé, c'est que on puisse être, je dirais, avoir fédéré un certain nombre de réflexions et de questionnements, notamment dans les dimensions qualitatives, pour faire que les entreprises n'aient pas une multiplicité de questionnaires à répondre auprès d'un grand nombre d'institutions publiques ou privées. Voilà. C'est ça la philosophie. Et donc, le gouvernement a jugé que la Banque de France avait les qualités, l'indépendance, les outils et les ressources humaines pour mener une partie de ce travail, évidemment, en collaboration avec les acteurs publics ou privés concernés. Donc ça, c'est une nouvelle très importante et que je souhaitais vous faire partager dès aujourd'hui. La primeur de notre rencontre. Donc, l'indicateur climat, pour nous, c'est un outil, un atout pour l'entreprise, avec une information tierce objective sur son exposition au risque climatique et son positionnement à la cible sectorielle. Pour la Banque de France, ça nous permettra d'enrichir le diagnostic qu'on a sur les entreprises cotées et peut-être un jour de l'intégrer dans la cotation, mais pour l'instant, c'est voué à être deux éléments séparés. Et pour les banques, c'est une source d'information additionnelle et avec, si on arrive à convenir des modalités de collecte pour le compte aussi des banques, avec, je dirais, un coût moindre aussi, et à la fois pour des fins prudentielles et pour la relation client, donc pour l'octroi des prêts que font les banques. Voilà les principales informations que je voulais vous donner sur l'indicateur climat. Évidemment, je vous ai mis quelques éléments de contact et d'informations utiles avant de répondre à vos questions et de passer la parole à Béatrice Denain. Merci de votre attention. Apparemment, vous avez été parfaitement clair. Nous n'avons pas de questions, nous n'avons pas de remarques. Comme toujours. Donc, Béatrice. Écoutez, difficile de prendre la suite hein, après effectivement une présentation aussi brillante. Merci, merci Colette, merci Monsieur Delhomme de me donner l'occasion de présenter maintenant à la suite effectivement de tout ce qu'on fait au fur et à mesure de la cotation et de l'évaluation de risque. Un outil relativement neuf, mais pas que, puisqu'il a vu le jour en 2017. OPAL, c'est l'acronyme de Outils de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc moi, je suis sur PACA, la responsable qui s'occupe de piloter une équipe sur la région qui va permettre aux dirigeants d'utiliser OPAL, de se l'approprier de ce fait-là, vous allez le voir de manière très riche, d'objectiver leur situation. Voilà, donc j'ai une équipe basée à Marseille qui est à la disposition de l'ensemble du territoire de la région sud pour accompagner les dirigeants. J'allais dire, usez-en à volo. C'est vraiment notre souhait d'aujourd'hui, c'est qu'Opal soit connu, utilisé. C'est un outil qui a été rendu gratuit depuis juin 2020, donc au début de la crise sanitaire. Voilà, qui est extrêmement performant, qui vise encore à être enrichi, on le verra dans les années à venir par d'autres items, parce qu'il y a encore à ce jour aussi des blocages, vous allez le voir. Mais voilà, ayez-le en tête, proposez-le, utilisez-le aussi, vous allez le voir. Vous êtes partenaire dans l'entreprise et on compte sur vous aussi pour vous l'approprier. Donc, on est sur une solution en ligne, je le disais, entièrement gratuite. Je ne sais pas si ça se voit sous le bandeau vert et rouge, 100% digital, qui permet d'identifier les points forts, les potentiels et les impacts financiers des décisions du dirigeant
dès lors qu'ils décident de simuler, puisqu'on va le voir, il y a un volet diagnostic et un volet simulation. Je peux tout seul, à toute heure du jour, de la nuit, du week-end, lancer un Opal de mon ordinateur sur mon Sirène, dont je suis dirigeant. Je peux le faire, l'analyser tout seul, mais je peux également, bien sûr, être accompagné sur les documents qui vont être lancés via Opal, puisque vous le verrez, nous avons des rapports PDF conséquents qui sont issus d'Opal. Je peux me faire accompagner par mon banquier, mon expert comptable, on compte sur vous, et bien sûr l'équipe de la Banque de France que je pilote. Voilà, donc deux volets, je le disais, un volet analyse pour mesurer, on va le voir, hein, c'est tous les standards classiques de l'analyse des performances pour identifier ses points forts. Christian le disait, 330 000 bilans cotés dans la base chaque année, revus annuellement. C'est une richesse incomparable qu'on veut mettre aussi à disposition. Et vous le verrez, on a un comparatif. Le dirigeant, dès lors qu'il se connecte à Opal, va pouvoir choisir le CONAF auquel il se compare, qui est de facto celui sur lequel il est positionné sur sa liasse, mais il peut le faire évoluer aussi. Secteur cible, évolution d'activité, c'est possible. Voilà. Et puis un deuxième volet simulation, où là, le dirigeant, voilà, moyennant effectivement un peu plus de préparation, hein, le diagnostic est quasi immédiat, en ligne, le prévisionnel, on incite vraiment le dirigeant à se poser des questions, à réfléchir à ce qu'il veut simuler. Et on peut simuler autant de scénarios qu'on le souhaite sur une durée d'ouverture de l'outil, on le verra. Voilà, donc je vais bien passer à la suivante. Donc, quelques indicateurs clés. Alors, je ne vous apprends rien comment Opal fonctionne. On va analyser la rentabilité de l'affaire. On va se poser la question de la structure, de l'endettement, de la comparaison là aussi du secteur, comment les collègues, les confrères, les concurrents se positionnent, comment je me situe, est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions, comment sont mes fonds propres, comment je suis endetté. C'est toute la partie analyse. On a une trentaine de pages dans le rapport du diagnostic. Je ne l'afficherai pas ici parce qu'il faudrait y passer plus de temps, mais on le tient à votre disposition. On a des rapports anonymes si vous voulez voir un peu plus dans le détail comment ça se présente. Donc, c'est extrêmement décortiqué et détaillé. Et dans la simulation, voilà, pareil, on peut se projeter sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité, la marge, comment la trésorerie réévolue si je fais bouger à la marge mes éléments de BFR, mes délais clients, fournisseurs, stock. Et si je souhaite bien sûr investir, quels seront les impacts et comment je finance. Voilà, les grands items classiques des deux volets. Et puis donc, on va passer. Excusez-moi, je vais rebondir. Je vais me connecter sur Opal, ouais. Je vais mettre mon siret, je vais avoir mon comparatif, ouais. Je vais savoir où je suis positionné. Qui va avoir accès à cette simulation? Est-ce que quelqu'un peut savoir que j'ai fait cette simulation et est-ce qu'elle reste quelque part? Alors, elle est tracée chez nous, bien entendu, c'est-à-dire que dès lors qu'un dirigeant se connecte, s'il est sur mon rayon d'action en région PACA, je vais le savoir, d'accord? S'il me contacte pour être accompagné, bien entendu, je vais le savoir, mais ça reste interne Banque de France, d'accord? Et on va le voir, il y a des verrous pour accéder à Opal. Seul le dirigeant représentant légal peut accéder à Opal. Et vous avez une trace? On en a une trace chez nous. D'accord. Voilà. Donc, on va passer aux conditions de faisabilité, extrêmement important. À ce jour, c'est celle-ci. J'échange régulièrement avec le siège, elles vont évoluer. Alors, elles verrouillent un peu le sujet. Tous vos clients n'auront pas un accès possible à ce jour à Opal. La quatrième condition en bas parle d'elle-même. Hein. Tout ce qui est EI, GIE, SNC n'ont pas accès. Tous les bilans simplifiés à ce jour ne tournent pas dans Opal. C'est quelque chose qui va évoluer, qui est à l'étude. Ils le prennent en considération, mais à ce jour, il faut un bilan complet. Ce qui veut dire que si certains de vos clients veulent avoir accès à Opal alors qu'ils ont une liasse simplifiée, s'ils passent sur une liasse complète, il faut retransmettre à la DGFiP le bilan. Nous, immédiatement, comme le disait Christian, on le récupère et l'Opal peut être lancé directement. Évitez de nous le transmettre par mail, c'est beaucoup plus compliqué et chronophage, ou moins rapide. Et alors, une petite question qui vient. Est-ce que l'expert comptable, ou alors comment va faire l'expert comptable pour se connecter? Il va prendre les codes, c'est des codes de son client? Non, on est sur France Connect. C'est complètement verrouillé à ce jour, je dis à ce jour, dans les conditions aussi de faisabilité. L'associé, l'épouse du dirigeant, le comptable compétent dans l'entreprise ne pourra pas avoir accédé à Opal. C'est exclusivement le représentant légal via une connexion sécurisée France Connect. Alors, ce qui met un verrou de taille. Je suis expert comptable, je vais plus loin. Hein. Je suis expert comptable, je fais la déclaration d'impôt de mon client, j'ai son accès,
je connais son code, son mot de passe, je peux me connecter via ces codes. France Connect, oui, je n'y verrai rien. Donc, Moi, Banque de France, personne... si vous avez ces codes France Connect, oui, je C'est crois. pour répondre à l'expert comptable qui pose la question. Moi, expert comptable, si je fais l'IRPP de mon client, que j'ai ses codes, je me connecte à Opal via les codes du client, via France Connect. Voilà. Alors, évidemment, nous, le message sur le terrain, c'est de dire ne communiquez pas vos codes France Connect. Mais bon, alors en sachant que là, c'est pareil, au niveau du siège est à l'étude, une manière de contourner, parce qu'on sait que ça peut éventuellement pouvoir se faire à l'avenir, de contourner ce verrou-là pour permettre justement au directeur financier, à l'expert comptable, s'il n'a pas les codes, de pouvoir, in fine, dans un avenir que j'espère proche, pouvoir se connecter, parce que ça reste un verrou. Hein. Voilà. Donc, 2 bilans successifs nécessaires pour réaliser une analyse. On a des éléments de variation qui vont être affichés. Donc, forcément, il faut 2 bilans pour un diag et un seul bilan suffisant pour une simulation. Et on disait, seul le RL peut accéder via France Connect. Ah, ça passe pas. Si, on va le faire. On va y arriver. Donc, à ce jour, les conditions d'entrée, voilà, c'est le site Banque de France national, l'onglet entreprise, accompagnement, diagnostic. Voilà. Je fais une petite digression. Vous avez peut-être eu entre les mains des rapports Opal. Je m'aventure peut-être, mais sachez-le, depuis le début de l'année, tous ceux qui sont partis pour mener des entretiens de cotation, dont parlait M. Delhomme, parler avec l'entreprise, sont partis avec le rapport Opal de l'entreprise sous le coude et ont eu pour mission de le remettre, de le commenter succinctement. Voilà, les coûts sont comptés également chez nous. On n'est pas dans l'accompagnement, mais on est dans la promotion. Voilà, sachez que ça existe, monsieur le dirigeant. Et l'an prochain, pensez à lancer votre Opal. Ça peut être utile. Donc, il y a des dirigeants qui ont reçu, et il y en a quand même quelques bonnes centaines sur la région sud, qui ont reçu leur Opal en rendez-vous de cotation, en entretien de cotation. Ils sont déjà sensibilisés pour certains. Donc, on arrive sur le site de la Banque de France et on va lancer un diagnostic. Voilà, avec l'onglet Découvrir. Bon, je vous ai mis le cheminement pas à pas. L'idée, c'est là de voir qu'on met le sirène et on lance l'éligibilité possible ou pas, compte tenu des critères de faisabilité dont je vous ai parlé. D'accord ? On va arriver ensuite à des premiers critères à rentrer qui seront effectivement le code NAF, dans lequel l'entreprise veut se situer, confirmation du code NAF où elle est de facto située, ou choix d'un autre critère. Et on va arriver à une connexion ensuite France Connect, voilà, avec le choix classique DGFIP, Amélie, que sais-je. On est tous maintenant habitués à ce genre de procédure. Voilà, on va passer à la suivante, le code confidentiel. Et derrière, je suis reconnu représentant légal et je peux activer mon espace entreprise. Voilà. Si je suis dirigeante de plusieurs entités, l'ensemble va apparaître. Je choisis le sirène sur lequel je veux lancer mon Opal. Bon. J'ai le choix, soit, alors la facturation est indiquée, d'ailleurs à la fin vous avez un item facture. Pourquoi? Parce que je vous le disais, en 2017, quand l'outil a été créé, il était facturé 500 €. Depuis 2020, il est gratuit. Donc, ils ont laissé effectivement les éléments de facturation visuellement apparaître, mais tout est bien sûr gratuit, rien n'est facturé. Et j'ai le choix pour lancer uniquement un diagnostic ou une simulation ou le package des deux. Et j'ai le choix, vous le verrez, d'être accompagné ou de travailler en solo ou avec mon expert comptable. Quand on dit accompagnement, c'est par quelqu'un de mon équipe. Et je détaillerai ensuite en quoi cela consiste. Donc, je choisis effectivement ce sur quoi je veux travailler. Dites-moi. Ah, la connexion est perdue. On a perdu notre connexion. Et là, je vais vous demander quelques secondes pour appeler un ami. Et je vois du direct. Du coup, je ne vois pas les questions, donc je suis désolée de ne pas pouvoir y répondre s'il y en a déjà en ligne. Oui, excusez ce petit problème technique. On a jusqu'à 10h30, peut-être. Oui, on a jusqu'à 10h30. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Juste appuyer. Voilà. Parfait, merci. Excusez-moi, c'est le problème du direct.
Voilà, donc là, on est sur le choix de l'offre. Et on va arriver au choix du code NAF, qui est, comme je disais, de facto celui de l'entreprise. On a un choix de 700 codes NAF à disposition. D'accord. Voilà, il y a de quoi faire. Très important, on a quand même souhaité cibler un peu plus, d'accord. Là est offert la possibilité soit de choisir un comparatif sur l'ensemble des chiffres d'affaires voilà, complètement large des concurrents, soit de cibler un CA inférieur à 5 millions, soit supérieur à 5 millions. Et ensuite, sur le territoire, on peut indiquer toute région, Île-de-France seule ou toute région sauf Île-de-France. Voilà. À ce jour, il n'y a pas le souhait d'aller plus finement dans le comparatif. Donc voilà, on a une petite récap de effectivement à quoi j'aboutis, une facturation à zéro, on est rassuré, tout va bien, et je peux lancer mon opale. Voilà, les critères de facilité. Voilà. Et l'accompagnement possible figure ici. Donc on a les deux volets puisque le dirigeant a choisi analyse et simule. On a le nom de l'entreprise, le rapport d'analyse qui figure déjà ici, et je peux choisir effectivement d'être accompagné. Si je souhaite être accompagné, je vais saisir mes coordonnées téléphoniques et mail et je vais choisir la région sur laquelle je souhaite être accompagné. Je peux être dirigeant d'entreprise dans plusieurs régions et choisir d'être, par exemple, accompagné par quelqu'un d'Aura si j'ai une affaire sur Aura, par exemple. Dans tous les cas, si je choisis région sud, c'est sur le mail de Béatrice et de mon équipe que la demande va arriver. Et très rapidement, dans l'heure qui suit, on vous rappelle, on fixe un rendez-vous. Enfin, on rappelle le dirigeant, pardon, on fixe un rendez-vous et on bloque. Alors, on bloque, nous, le concret des choses, c'est 1 heure sur le diag, 1 heure sur le prévu, 1h30 sur un package complet. C'est gratuit, ça se fait soit en visio, soit chez nous à la Banque de France. On ne va pas se déplacer. Voilà, on nous demande de, pareil, ça nos coûts, mais sachez-le, tout ça est offert également dans l'offre Opal. Et je pense que voilà, c'est aussi, vous allez le voir, un excellent outil pour monter en compétences, comprendre les sujets importants, se faire accompagner, prendre du recul. Donc voilà un petit peu sur l'ergonomie des choses. J'en ai terminé avec tout ce qui voilà, est un tableau de comment j'y rentre, comment ça se passe, quels sont les verrous, qui une fois de plus vont sans doute évoluer dans les années à venir, mais qui, je pense, offrent aussi une belle opportunité pour les dirigeants de réfléchir. Et une fois qu'on a passé l'ensemble des barrières à l'entrée pour lancer un diagnostic Opal, ça va très vite. On a notre PDF qui arrive instantanément d'une 30aine de pages sur un diagnostic, c'est quand même précieux. Avec, on va le voir, puisqu'on est déjà sur l'analyse, on a aussi nos exclusivités dont vous parlez, effectivement, tout ce qui est en cours de crédit et impayé. Donc, 4 grands items classiques de l'analyse financière, je passe vite, vous connaissez tout ça, l'activité, les résultats, la structure et les moyens d'exploitation. On commence très simplement, hein, vous affolez pas, on va monter en niveau. On a quelques pictogrammes qui nous donnent une photo très large et simplifiée de comment va l'entreprise avec du vert et du rouge quand ça va un peu moins bien. Donc sur l'activité, sur la structure, voilà. Et donc un format PDF qui est offert. On va passer à la suivante. Et on rentre dans le dur avec tous les soldes intermédiaires de gestion, les niveaux de marge, l'exécution des achats et charges externes, la répartition du camembert en valeur ajoutée globale, le positionnement de l'entreprise dans son secteur. Donc, c'est un peu petit, j'en suis désolée, je ne peux pas faire mieux, mais on a effectivement les 2 années concernées sur le diagnostic en ligne, les 2 premières colonnes. On a la variation en 3e et en 4e, le secteur. D'accord. Et on a toujours un joli camembert qui vient voilà, donner les grandes masses et puis permettre une belle visibilité. On va passer à tout ce qui est moyens d'exploitation, donc même façon de fonctionner, analyse des PFR et pareil, des jolis histogrammes qui nous permettent d'appréhender les sujets. La structure et l'équilibre financier, je vais passer un peu vite. Et les exclusivités, comme je vous parlais, là, on a affiché donc tout ce qui est crédit bancaire et un pays du secteur et de l'entreprise s'il y en a malheureusement. Voilà, et on termine par des tableaux de bord qui sont facilement exploitables et une intelligence artificielle qui fera une petite synthèse de l'essentiel de ce que l'outil voit. Donc là, on est vraiment sur de l'IA, hein, c'est pas nous qui construisons la synthèse, mais c'est pareil, elle apporte effectivement un peu de recul sur l'analyse de la situation globale. Et donc, j'aborde de ce fait le 2e volet qui est l'outil simulation.
Et là, on le redit aux dirigeants qui nous sollicitent, demande bien sûr de la préparation, de la réflexion. On ne se connecte pas dans Opal sans avoir réfléchi un peu à ce qu'on faisait. Le chiffre d'affaires, c'est une porte d'entrée, mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, sachez-le. Pardon, je n'ai accès On a une petite question. Je n'ai accès qu'à la simulation et pas à l'analyse pour ma société. J'ai dû rater une info. pas possible. Ah, Christine, pas possible. Alors, non, j'ai dit ça de manière un peu abrupte, Madame Dufoy, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à Oui, dire. c'est pas. Je vous propose de se contacter en direct sur le Sirène, si ça vous dérange pas. Là, j'ai pas de connexion, donc ça va être compliqué pour moi de pouvoir vous répondre. Et puis le temps file. Ce que je propose à Colette, c'est d'envoyer mes coordonnées parce qu'elles sont pas sur le diaporama, avec le diaporama, pour qu'on puisse me joindre aisément et qu'on puisse voir en direct les cas. Si, alors, c'était la simule, pas le diag. Oui, alors si c'est possible. Si c'est que la simule, c'est qu'à mon avis, il n'y a qu'un bilan en ligne. C'est ce que je vous disais. Un bilan en ligne chez nous, on peut lancer une simule. Pour un diagnostic, il faut 2 bilans. C'est peut-être ce qui explique la difficulté que vous avez, madame. C'est possible. Merci Edwige de nous dire que le test a fonctionné, ce qui prouve, qui nous rassure sur le fait qu'on puisse avoir les deux. Et peut-être, Christine, vérifier que vous avez bien mis vos 2 bilans, s'il n'y en a qu'un, comme vient de nous le dire Sinon, DGFIX, ça va très bien, on récupère et voilà, ça fonctionne très très bien en phase. Très bien. Il y a une équipe dédiée à Paris pour ça, en tout cas. Je mettrai à la fin du webinaire les coordonnées de Béatrice afin que vous puissiez la joindre directement et régler N'hésitez pas, on est très réactifs, on a vraiment à cœur de développer cet outil. Et donc, sur la simulation, 10h13, je vais peut-être aller un peu vite, mais voilà, on va retrouver, à moins qu'il y ait d'autres questions. Ok, non, ça va. Madame Dufoy, je note je retiens votre nom. N'hésitez pas, madame, à me contacter. Voilà, sur la simule, bien voilà, on a des onglets, on va pouvoir effectivement simuler chiffre d'affaires, embauche, investissement, mode de financement. Opal, c'est pas faire les groupes informels. Voilà, faut pas rêver là-dessus à ce jour, mais sur des entreprises seules, ça tourne très très bien. Là, une fois de plus, bien évidemment, les simulations sont lancées sous la propre responsabilité du dirigeant. Hein. On est sur un outil en ligne, ne l'oublions pas. Autant le diagnostic, voilà, c'est un rapport, c'est la réalité, c'est le bilan, c'est le compte de résultat, c'est estampillé Banque de France. C'est un outil de communication et d'objectivation de la situation vis-à-vis de l'ensemble des partenaires. On sait, voilà. Autant, attention, évidemment, ce que je vais simuler en ligne, répond à effectivement mes propres hypothèses. On n'est pas derrière, d'où l'intérêt de l'accompagnement aussi, hein, le vôtre déjà en premier lieu, et puis quand on a des dirigeants qui nous sollicitent directement, on calme un peu des fois le jeu hein, et on fait retomber la personne dans la réalité par rapport à ses ambitions. Voilà. Je suis désolée, j'ai des soucis techniques. Donc évidemment, tous les grands items classiques de qu'est-ce que simuler effectivement un exercice en cours. L'intérêt, pardon. Il y a quelqu'un qui me dit, alors je suis désolée, je ne comprends pas la question de Richard. Comment fait l'expert comptable? L'expert comptable se connecte avec les codes. On va dire, on est en off, on est entre nous. Et c'est une relation. C'est France Connect, voilà. C'est Amélie, c'est impogroup.fr, voilà, c'est les 5 fournisseurs classiques d'accès. Donc l'expert comptable prend son petit client par le bras, il le met à côté de lui, il lui dit donne-moi tes. Non, connecte-toi, on va faire ensemble la simulation. C'est vraiment ce à quoi je vous engage à faire. Et parce que pour le coup, c'est hyper rapide. Je vous dis, hein, une fois qu'on a passé les petits points d'entrée de territoire de code NAF et de connexion France Connect, on a son PDF. Et puis ensuite, on se déconnecte, on le télécharge son PDF. Et on peut travailler avec. Voilà. Et les simulations sont à l'infini sur l'année en cours et l'année suivante. Voilà. Donc on peut refaire, réajuster. Et on a bien entendu, évidemment, après réflexion et simulation des hypothèses, on a le bilan et le compte de résultats qui apparaissent. Très bien. Voilà. Est-ce que je suis bon en diapo? Parce que tout à l'heure, oui, je sais même plus trop où j'en suis moi-même. Mais enfin, de toute façon, les choses parlent après d'elles-mêmes. On peut avancer.
les quatre grands thèmes classiques. Hein, on je vous peut. laisserai Alors, découvrir tout ça après. quelquefois on peut, quelquefois on peut pas. Voilà. Donc, les thèmes de l'activité, de l'investissement, du financement et de la trésor. Voilà, le type d'écran face auquel vous allez vous trouver, hein, qui sont, à mon sens, assez intuitifs et faciles à utiliser. La difficulté majeure étant, je pense que vous le savez aussi bien que moi, peut-être encore mieux, voilà, faire comprendre aux dirigeants qu'est-ce qui est raisonnable et comment paramétrer les choses et faire du lien entre le concept et sa réalité, quoi, en fait, et où il veut mener l'entreprise. J'ai une question. Pouvons-nous avoir accès aux données sectorielles sans passer par Opal Oui, pour les elles sont en clients? lien sur le site. Je crois qu'elles sont en lien sur le site maintenant. Je vous les enverrai ces liens si vous voulez. On les a dans le partage Très bien. Internet. Donc on mettra également le lien tout à l'heure. On va terminer par l'avant-dernière qui est de vous dire que, je crois vous l'avoir déjà dit, j'en suis sûre, 1 heure diag, 1 heure prévue, 1h30 sur les deux. Voilà, j'ai autour de moi une équipe brillante qui se fera un grand plaisir d'accompagner les dirigeants. Également, en votre présence, il va de soi que nous sommes partenaires ensemble de l'entreprise et que j'espère qu'Opal vous aura convaincu par tout ce qu'il peut vous offrir aussi voilà, pour travailler avec vos clients un peu différemment, sans doute peut-être, mais n'hésitez pas. C'est gratuit, on sera ravis de voir les connexions augmenter parce que voilà, il y a un vrai travail derrière qui est fait par les équipes du siège et notre gouverneur voilà, vraiment souhaiterait que Opal soit davantage utilisé. Là, il est écrit Opal reste ouvert durant 3 mois, c'est-à-dire que c'est une Oui, collection. Après, il faut se reconnecter, recréer un oui, espace. oui, non, non, mais en fait, dans la mesure où vous avez fait votre connexion, après, c'est facile de pouvoir rentrer. La connexion est facilitée. D'accord. Mais une fois que le compte est créé, il est créé. On Il est peut créé, le non, recréer c'est à bon. chaque fois. Très Non. bien. Par contre, la stimule peut être reprise pendant 3 mois. Bon, après, c'est vrai que 3 mois, c'était des choses qui ont été paramétrées à l'ouverture compte tenu de la tarification qui avait été adossée au produit, qui reste encore à ce jour. Mais c'est vrai que si on simule des hypothèses, voilà, on va pas y rester non plus 3 mois en y réfléchissant. Voilà. Moi, on engage vraiment les dirigeants à se poser les bonnes questions en identifiant un temps donné. Et puis, les simulations restent 3 mois en ligne. Celles qu'on a saisies restent 3 mois en ligne. Alors, on a une question. Est-ce que les rapports sortent uniquement en PDF ou est-ce qu'on peut les importer en Excel? Non, non, PDF. Ce qui semble logique de Ouais, façon à PDF, pas être. PDF, le diag, ouais, PDF. Je vérifierai mes PDF, oui, je ne vois pas autrement. Ça pourrait être Non, intéressant d'exporter un tableau pour pouvoir le travailler. Et puis, j'entends bien, mais non. Je ne pense pas qu'il. J'ai jamais eu comment dire, ni la réflexion ni la question, mais non, non, non. La question, c'est sur le prévis, hein, j'imagine. Hein. Pas forcément. je ne sais pas. Alors sur le diag, ça c'est sûr, c'est que le PDF et le prévis, non, non, non. Tout ça est verrouillé en ligne. Enfin, on est sur un outil d'aide pour lancer des diags et des prévis. Sur les deux, nous Ouais. dit Yannick. Ouais, mais voilà, confirmation. Donc, sur les deux, vous pensez que c'est que du PDF, Ouais. mais vous allez quand Ouais, je même, voulais vérifier. quand même vérifier. Très Vous bien. écrivez vous, Colette? Oui. Ah, ou à Malika plutôt? Oui, ok. Oui, comme ça, Malika, elle diffusera l'information. Voilà. Non, non? Et presque. Et donc, oui, dernière information, les petits bilans pourraient aussi à terme être enrichis dans Opal. Ils savent que le besoin est là et ils y travaillent. Mais bon, voilà, vous savez comme moi qu'effectivement, on peut être vite un peu, enfin, des choses peut-être rendues compliquées avec un bilan simplifié. Donc, chez nous, les outils sortent quand ils sont vraiment fiabilisés et pertinents. Bah, écoutez, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez bien me donner votre contact? Comme ça, je le mets directement. Béatrice, point Deninck, DENUNC, Q comme Quentin, arrobase, banque-france.fr. Mais bon, Super. très bien. Et vous deviez donner un lien
tout à l'heure, vous avez dit, je vous Je l'ai pas donnerai en le tête. lien. D'accord. Je l'envoie si vous voulez. Très bien, vous l'envoyez Ouais. à Malika Touati qui fera le lien éventuellement Ça marche. avec le support. Et s'il y a la moindre question après le webinaire, hein, même dans quelques semaines ou à l'avenir, n'hésitez surtout pas. Voilà. Et puis le produit va sans doute évoluer. Voilà. Les équipes y travaillent en haut lieu. N'hésitez pas, y compris pour des clients. Voilà. On sera ravis d'être à vos côtés pour l'utiliser. Et vous avez un petit questionnaire en ligne déjà pour tout ce qui est climat ou pas encore? En ligne par rapport au climat. Donc, Ouais. ce sont uniquement des enquêtes qui sont Oui, adressées par les. C'est unique. D'accord, ok. Il n'y a rien Il y a rien aujourd'hui qui permet à une entreprise vraiment de se positionner ou Non, pas pas à ma encore. connaissance. Pas encore. Bon, après, il va y en avoir sur d'autres sites. Mais écoutez, Voilà. On est dans les temps, je pense qu'on est un peu en avance. on est même un petit peu en avance. Bah, écoutez, c'est à S'il y a votre disposition. Hein. S'il y a des questions, si vous souhaitez qu'on revienne sur peut-être une explication, une slide qu'on a passée un peu rapidement, je pense que Béatrice a eu peur de ne pas arriver à cadrer. Ah, Donc, oui, il parle beaucoup, mais il était dans les temps lui-même. Et oui, puis oui. moi, après, voilà, j'ai peut-être un peu accéléré sur certains items. L'idée étant de laisser un peu le temps aux questions, donc on ne mesure pas forcément l'ampleur. N'hésitez pas, mais voilà, une fois de plus à disposition même après s'il y avait des questions, parce qu'elles sont inévitables sur les dossiers que vous allez trouver aussi. Hein, voilà. Alors, moi, je tenais à vous remercier parce que de votre intervention et celle de Christian qui s'excuse, qui a dû nous quitter. Je crois qu'il faut rappeler tous les experts comptables, hein, vous êtes 150 à nous suivre sur les webinaires, que la Banque de France, comme le disait Christian tout à l'heure, c'est important de les contacter, de leur faire part de modifications sur les chiffres clés des comptes qui pourraient venir modifier une note. Il faut être très vigilant. Je crois aujourd'hui, quand on reçoit cette cotation, de bien la regarder, de bien la lire et de bien la comparer avec celle de l'année d'avant, pouvoir justifier si on a des variations et peut-être se lancer dans l'utilisation d'Opal qui aujourd'hui est offerte par la Banque de France, est gratuit, et peut-être aussi un moyen, on le sait, d'accompagner et de prendre par la main nos clients. Je crois qu'on a tous les mêmes clients dans nos cabinets, enfin du moins dans notre région, les TPE, PME, qui aujourd'hui vous disent, je n'ai pas le temps, moi ce que je sais faire c'est produire, je vais produire des croissants, des immeubles, faire tourner mon agence. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que les chefs d'entreprise que nous accompagnons, certains ne prennent pas le temps de se poser. Et malheureusement, quelquefois, on doit se poser pour eux. C'est un peu compliqué. Ça peut être aussi un moyen, Opal, de leur dire, venez, on va rentrer les chiffres ensemble, et de leur faire quelque chose en ligne, de leur sortir un rapport. Ça peut valoir le coup de conscience sur le secteur compte tenu de la densité et de la richesse de notre base. 330 000 bilans, c'est pas rien. Je suis aussi, il y a quelque chose sur lequel je suis restée extrêmement vite, s'il nous reste 2-3 minutes, c'est le fait que dans la mesure où je vais paramétrer, avant. Ouais, c'est bien avant, si je vais paramétrer mon territoire et mon segment de chiffre d'affaires, vous vous souvenez de ça, je vais avoir, dès lors que j'ai cliqué sur le segment qui m'intéresse, le nombre de bilans derrière. À combien de confrères je suis comparé? Voilà. Est-ce que c'est 150? Est-ce que c'est 2000? Bon, c'est un peu un point de détail peut-être, mais voilà, on donne l'information sur la qualité enfin la richesse et le nombre de bilans derrière auquel l'entreprise va être comparée. C'est pas rien de pouvoir se dire comment les confrères ont évolué, comment ils se situent. Finalement, il y a le regard intrinsèque de l'expert que vous êtes, nous, de notre accompagnement, mais il y a aussi les chiffres qui parlent. Hein, de même, donc on va remonter très largement en avant. Encore. Voilà, encore, avant le Diax, dans tout ce qui est critères pour connexion France Connect, voilà, on remonte encore un petit peu, c'est là, ici, vous voyez des chiffres qui apparaissent, 201, 94, c'est le nombre d'entreprises qui effectivement sont dans le panel, suivant effectivement les critères que j'ai retenus. Alors, j'ai peut-être une question. Alors, quelqu'un qui nous dit merci pour ces informations, je vais sensibiliser mes clients sur leur cotation. Formidable. C'est le but.
justement de les sensibiliser sur la cotation et surtout de les accompagner dans ces périodes qui sont un petit peu compliquées, on le sait. On ne pêchera jamais par excès de communication, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, et dès lors qu'on communique, on trouve des solutions et on se rassure. Voilà, selon l'adage bien connu. Merci, Il ne Madame me reste Metzman. plus qu'à vous remercier. Merci à tous. Merci à vous tous. Bonne continuation, puis Bonne journée. bonne reprise pour tous ceux qui ont à peine repris. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire. Bonne journée à tous. Merci.